Et puis voilà, on a compris que finalement la santé avait été pensée par des hommes à partir du corps masculin et qu'il fallait repenser la santé au féminin. Bonjour Isabelle. Bonjour Clarisse. Et bienvenue dans le podcast Ether, le podcast qui s'intitule Les récits d'innovation sociale. Donc Isabelle Verguin, tu es présidente de Jean qui est censée repenser le parcours de santé au féminin. La première chose que je vais te demander, c'est évidemment de te présenter et de présenter Jean. Oui, alors moi je suis effectivement Isabelle, cofondatrice de Jean, j'aime bien dire, parce qu'on est deux à la tête du projet. Valentine aussi a monté le projet avec moi. Valentine est sage-femme et moi je suis le plan, je dirais plus business, gestion projet, parce que je viens du monde du conseil et j'ai fait une école de commerce. Et j'ai rencontré Valentine, on était en coloc et un dimanche, je m'en souviens très bien, un dimanche d'octobre 2020, on se pose sur le canapé tous les deux et puis on commence à discuter des galères de nos copines qui ne trouvent pas de bonnes sages-femmes, des galères de ses patientes vers qui elle ne s'est pas redirigée après la maternité, des galères de nos mères, bref, des galères des gens autour de nous, et on s'aperçoit que finalement il y en a plein des galères. Et quand on tire le fil, on se dit mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on galère autant nous en tant que femmes à avoir un bon parcours de soins? Et du coup c'est là vraiment que toute l'aventure de Jean a commencé et voilà qu'on s'est lancé. Pourquoi Jean? Jean, oui. Jean, alors ça s'écrit J2EN. Je sais. T'as raison Je le de dis pour les préciser, auditeurs si vous cherchez. Mais pourquoi Jean? Jean parce que c'est le nom de l'héroïne d'un roman de Martin Winkler qui s'appelle Le cœur des femmes, qui existe aussi en roman graphique pour ceux qui ont la flemme de s'enquiller un roman de 300 pages. Mais c'est un bouquin magnifique qui raconte l'histoire d'une jeune interne en médecine qui est brillantissime et qui veut faire de l'anatomie, qui veut travailler en chir. Et puis un jour, elle débarque dans un hôpital de province et elle va travailler avec un médecin qui va la faire voir la médecine autrement. Elle va découvrir ce que c'est que prendre le temps avec les patientes, que l'écoute, qu'on n'ausculte pas forcément pendant un rendez-vous gynéco. Bref, un médecin qui valorise presque plus l'humain que la science parfois derrière la consultation. Et donc petit à petit, elle va complètement repenser son rôle de médecin à travers tout le roman, et c'est un roman magnifique avec plein d'histoires de femmes et qui portait toutes les valeurs qu'on avait envie de porter chez Jean, c'est-à-dire que une médecine peut-être plus humaine aujourd'hui dans un monde qui va de plus en plus vite, où on met l'intelligence artificielle partout. Nous, on va défendre une médecine de l'humain et de l'écoute. Donc concrètement, qu'est-ce que vous faites alors pour... Alors Jean, ce sont des centres dédiés à la santé des femmes, tout simplement. Donc c'est 4 murs avec des cabinets de consultation et des praticiens qui consultent, à la fois des praticiens du médical, donc on va avoir des sages-femmes, des gynécologues, des médecins généralistes, du paramédical avec des kinés, des ostéopathes, des psychologues aussi beaucoup. Et puis tout un pan plus de médecine, je dirais, de médecine complémentaire et de bien-être avec du yoga, du pilates, des ateliers de nutrition, tout un tas de choses pour apprendre et mieux comprendre son corps en tant que femme, pour défendre ce qu'on appelle un parcours de soins global. C'est-à-dire que nous, on croit profondément que les femmes doivent être accompagnées de la puberté à la ménopause avec un parcours qu'on dit holistique, puisque être en bonne santé, c'est pas juste avoir un corps qui fonctionne, c'est aussi avoir un état de mental qui va bien, c'est se sentir bien dans sa peau, c'est tout ça. Et donc, ça nécessite un parcours de soins holistique, et c'est ce qu'on va proposer chez Jean. Donc voilà, on a des centres de santé. On n'appelle pas ça centre de santé d'ailleurs, parce qu'on n'a pas l'appellation centre de santé. Nous sommes des centres dédiés à la santé des femmes. On en a 3 aujourd'hui. Dis-nous où est-ce qu'ils sont situés, profitons-en. Ils sont dans le 11e arrondissement de Paris. C'est notre tout premier bébé. C'est là qu'on a ouvert notre premier centre il y a 2 ans et demi. Et cette année, là, en 2025, on a ouvert à Montreuil et dans le 15e arrondissement de Paris. Félicitations déjà. Merci beaucoup. Pour cette croissance en 2025. Alors, je suppose que c'est lié au parcours hormonal féminin, en fait, directement. Parce que tu parlais de la puberté à la ménopause. Donc, en fait, on considère que les femmes ont des besoins différents parce qu'elles ont des fonctions hormonales différentes tout au long de leur vie. Exactement, finalement, le corps des femmes est profondément différent de celui des hommes, de par leur fonction de reproduction et par ces fameuses hormones, comme vous dites. Et donc, effectivement, tout au long de la vie de la femme, si on regarde, il va y avoir tellement de chamboulements qui vont avoir lieu.
par rapport à celui d'un homme où finalement un homme en bonne santé n'a pas tellement besoin de voir un médecin de ses 7 ans jusqu'à ce qu'il ait des problèmes de prostate et tous ces check-ups qu'il va devoir faire à partir d'un certain âge. La femme, c'est pas du tout la même chose. Déjà, la puberté va être un énorme chamboulement pour nous, avec beaucoup de sujets qui vont se poser, notamment des sujets de contraception par exemple, de rapport aux règles, et puis petit à petit, le corps va évoluer, on va avoir des sujets de fertilité, grossesse, postpartum, on avance dans le temps, il va y avoir ensuite tout ce qui va être ménopause, qui est un sujet dont on parle de plus en plus, mais qui est resté tabou pendant très longtemps. Et puis l'après, ensuite, de aussi continuer à se sentir femme, alors que voilà, qu'on est une femme ménopausée. Et puis il y a aussi tout un tas de check-up gynécologiques qu'il faut continuer, même quand on est ménopausée. Oui. Et tout ça, c'est sans compter toutes ces pathologies féminines qu'on a sous-étudiées et sous-diagnostiquées pendant des années, que ce soit des migraines, par exemple. J'en ai une en ce moment même, et je peux dire que c'est une galère sans nom, et ça touche principalement les femmes. Mais aussi le SOPK, l'endométriose, qui sont les plus connus aujourd'hui, mais il y en a beaucoup d'autres. D'accord. Donc voilà, si on fait déjà le corps féminin qui est très différent, et en plus de ça, des pathologies qui sont méconnues parce qu'on les a mal étudiées, ça fait qu'il y a beaucoup de boulot. Ok, et donc c'est en tant que sage-femme qu'elle a décidé, donc ton associé, que vous avez décidé avec ton associé et toi-même de vous lancer dans ce projet, et pas en tant que médecin. Pourquoi une sage-femme plutôt qu'un médecin plutôt ? Pourquoi pas ? J'entends, mais quelle est la démarche en fait ? Qu'est-ce qui vous est... Parce que je suppose que vous travaillez avec des médecins aujourd'hui. Oui, bien sûr, voilà, on a plein de médecins. Valentine est sage-femme, mais c'est vraiment la rencontre de toutes les deux qui a fait qu'on a créé Jean. Je dirais que pour monter une entreprise, moi je le voyais pas du tout le faire toute seule. C'est quelque chose de tellement difficile que vraiment j'étais très contente de trouver un duo pour le faire avec moi. Et c'est la première fois que tu crées une entreprise ? Oui, d'accord. Tout à fait. Mais Valentine avait déjà cette fibre entrepreneuriale pour le coup, parce qu'elle montait plein de projets à l'hôpital. Elle avait déjà monté un service de nuit pour les nouveau-nés, c'est-à-dire qu'elle avait monté une sorte de petite entreprise de babysitter pour les nouveau-nés avec des copines sages-femmes, etc. Donc Valentine, en tant que sage-femme, elle avait déjà une petite aventure entrepreneuriale. Mais voilà, quand on fait des études de médecine... on n'est pas du tout formé à créer une boîte. C'est un monde qui fait peur, qui est extrêmement différent. Et moi, ça, c'est des compétences que j'avais. Et donc, toutes les deux, on s'est complètement retrouvées là-dessus, parce que moi, j'avais la compétence gestion de projet, financière, etc. Et puis elle avait sa compétence du connaissance de l'écosystème médical, du vocabulaire, de ce qu'il fallait pour les femmes. Et donc, toutes les deux, on s'est parfaitement retrouvées. Ce qui est drôle, c'est qu'on a monté le projet il y a 4 ans. Et aujourd'hui, moi, je peux dire que je suis entrepreneur, mais je ne serai jamais sage-femme. Et puis Valentine, aujourd'hui, elle est toujours sage-femme, mais elle est 100% entrepreneur aussi. Ça, c'est top. Et donc, on forme toujours ce beau duo complémentaire, plus en caractère aujourd'hui qu'en métier. De toute façon, c'est une belle aventure humaine, une entreprise, quoi qu'il arrive. Donc, oui. Et alors, raconte-nous un peu les 4 ans de Jean. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas de souci. Les 4 ans de Jean, ça a été... alors, au début, on part vraiment de l'idée, comme tout entrepreneur. On est vraiment parti du postulat que même si Valentine était sage-femme, il y avait tout un tas de choses à apprendre. Et du coup, on a d'abord commencé par un grand état des lieux. On a fait énormément d'interviews. Le questionnaire quantique a été répondu par plus de 2000 femmes. Donc, on avait un bel échantillon de femmes de tout âge, de partout en France, sur l'état de santé gynécologique en France et leur ressenti par rapport à leur suivi. Moi-même, j'ai passé 2 jours dans le cabinet d'une sage-femme pour observer, pour comprendre le métier, etc. Et puis voilà, on a compris que finalement, la santé avait été pensée par des hommes à partir du corps masculin et qu'il fallait repenser la santé au féminin. Et à partir de là, se pose la question de, en santé, quand on innove, quel format est le bon ? Dès le début, on avait vraiment une vocation d'impact. C'est-à-dire, ce qui nous a toujours motivés, c'était de remettre de l'équité dans le parcours de soins des femmes. C'était vraiment créer un projet à impact. Et c'est pas forcément facile de trouver le bon modèle. Est-ce qu'on crée une association ? Un centre de santé, c'est quand même très labellisé, il y a beaucoup de contraintes, etc. Est-ce qu'on crée une entreprise ? Mais du coup, une entreprise qui fait de l'impact, est-ce que vraiment, dans la santé, en plus, on peut rapidement être vu comme le grand méchant loup, donc c'était pas facile de trouver le bon modèle. Donc on a travaillé avec une avocate, on a beaucoup réfléchi là-dessus. Puis finalement, on a fait le choix d'être une entreprise à mission. Très bien. Pour plusieurs raisons. Déjà, on a découvert le statut d'entreprise à mission, qui n'est pas forcément très connu en France, mais que je trouve mérite vraiment d'être davantage déployé. Et puis qu'il y avait l'avantage de nous laisser un champ d'innovation extrêmement large. C'est-à-dire que si on rentrait dans un centre labellisé, si on crée une maison de santé pluridisciplinaire, par exemple, qui est financée par les ARS, etc., on doit rentrer dans un cahier des charges qui est extrêmement précis, et qui dit rentrer dans un cahier des charges dit aussi se limiter en termes d'innovation. Et du coup, choisir ce statut d'entreprise à mission nous permettait d'élargir le champ des possibles. Donc on a fait ce choix juridique-là.
Et puis ensuite, lever de fonds, trouver des financements, etc. On a réussi à trouver des super investisseurs. Là, on est déjà en 2021, déjà en 2022, peut-être même. Tout ça, ça prend 2 ans. Ouais, je le raconte en 30 secondes, mais c'est très long. Et puis, on trouve notre premier lieu. Et puis voilà, le premier centre est ouvert en 2023. Très rapidement, on allait discuter avec des professionnels de santé aussi pour savoir si le projet les intéresserait. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un vrai essor des maisons de santé pluridisciplinaires et des projets de groupe en médecine de ville. On a tout un tas de praticiens qui sont passionnés mais dégoûtés de la vie hospitalière, qui est extrêmement difficile. Il y a un manque de moyens humains et matériels, ils sont très mal payés et qui du coup aspirent à une vie libérale, mais qui ont peur d'être seuls, qui ont peur des charges administratives et financières, qui ont peur du manque de stimulation intellectuelle, aussi en libéral. Et du coup, en échangeant avec eux, on a réalisé que le projet Jean pouvait aussi correspondre à ces praticiens-là, de par la richesse du projet qu'on proposait. Donc ils sont salariés chez vous ? Non, ils sont tous en libéral. Ils sont tous libéraux, bien sûr. Ils sont tous en libéral. En revanche, ils sont en libéral, mais on a vraiment créé un collectif. C'est-à-dire que chacun est indépendant, mais chacun travaille ensemble. On a mis en place tout un tas de process, je dirais, pour vraiment créer un collectif extrêmement fort. Ça va partir du recrutement, où on recrute vraiment des profils qui ont envie de travailler ensemble. C'est pas le cas de tous les professionnels de santé, mais voilà, des praticiens qui ont vraiment envie de ce travail collectif, qui ont envie d'avoir une certaine curiosité aussi, parce que finalement, il y a plein de professionnels de santé qui arrivent chez Jean, qui n'ont jamais discuté avec un ostéopathe, qui sont pas très clairs sur ce que fait que le métier du kiné. Puis c'est quoi la diff entre un ostéopathe et un kiné ? Et puis une sage-femme qui parfois fait des pratiques gynécologiques à côté d'une gynécologue qui fait les mêmes pratiques gynéco, mais en conventionné secteur 2, ça peut provoquer des soucis. Donc, en fait, on met tout un tas de monde au même endroit, qui sont extrêmement différents, qui se connaissent pas forcément et qui doivent apprendre à travailler ensemble. On parle de combien de personnes ? Par centre, c'est une 20aine de praticiens. D'accord. Et donc tout ça demande un énorme travail à la fois dans le recrutement, dans l'onboarding et dans l'animation du collectif. Mais l'avantage, c'est que derrière, ça crée une richesse du collectif qui est immense. Et puis, ça permet de créer des parcours de soins qui sont géniaux pour les patientes parce que selon leurs besoins, derrière, on a une capacité de rediriger vers des praticiens adaptés, chez Jean ou ailleurs d'ailleurs, parce qu'on travaille aussi énormément avec l'écosystème de santé parisien. Mais voilà, ça permet d'avoir un parcours de soins qui est à la fois efficace dans son contenu, mais aussi, j'en parlerai beaucoup, je pense plus tard dans le podcast, de l'expérience de soins qu'on propose, puisqu'on cherche aussi des praticiens qui sont profondément empathiques et bienveillants. Et ça, c'est pareil, je pense qu'il y a quelque chose d'inné, mais il y a quelque chose qui se travaille aussi. Pour être empathique et bienveillant, il faut être dans un environnement qui nous permet de l'être. À l'hôpital, on a des gens super, mais qui peuvent se retrouver à être maltraitants parce qu'en fait, ils doivent gérer 5 urgences, 18 patients, et en fait, on ne peut pas être empathique et bienveillant quand on est dans l'urgence permanente et qu'on est fatigué. Et Jean, on a vraiment à cœur de proposer cet environnement-là. Et alors, le modèle économique de Jean, quel est-il ? Alors déjà, on a 2 activités chez Jean qui sont extrêmement séparées mais qui coexistent. La première activité qui est l'activité de consultation, comme je disais tout à l'heure, où les praticiens sont en libéral et nous versent une redevance fixe tous les mois. On ne fait pas de rétrocession, ce que font aujourd'hui beaucoup de centres de santé où ils prélèvent généralement 40% du chiffre d'affaires à Paris. Nous, on ne fait pas de rétrocession afin de garantir aussi l'indépendance du praticien. Ils nous versent un montant fixe tous les mois qui est toujours le même, ce qui fait qu'on parle d'argent au début, mais après, voilà. Le praticien sait combien il rémunère Jean et nous, on sait combien on gagne aussi. Donc ça, c'est la partie consultation. Et puis, on a une deuxième partie chez Jean qui est la partie, je dirais, plus bien-être, où là, on travaille sur bouger autrement. Voilà, permettre aux femmes de pratiquer des activités sportives avec des profs qui sont formés à l'accompagnement de certaines pathologies ou de certains moments de vie. Et puis, on a pas mal de masterclass aussi et d'événements qui permettent la pédagogie, parce qu'il y a aussi un gros sujet, c'est que les femmes, on connaît mal notre corps. On n'est parfois pas très au clair sur ce qui s'y passe. Et donc, du coup, on fait pas mal d'ateliers pédagogiques aussi. Et donc, toute cette partie-là, qu'on appelle Jean Plus, chez Jean, parce que ça va plus loin. Jean Plus, c'est comme une salle de sport, on paye un petit abonnement, voilà, un petit abonnement ou le cours de yoga ou voilà, la masterclass. D'accord. Donc oui, c'est un modèle économique qui, somme toute, est assez simple et efficace dans votre objectif, mais qui nécessite évidemment pour de la croissance que vous démultipliez le nombre de centres. Mais exactement. Ce qui est votre ambition, donc tout est parfait. C'est ça. On avait imaginé au tout début de Jean aussi toute une application mobile. Là, on a fait plein d'erreurs aussi chez Jean, on fait plein de trucs super, on a fait plein d'erreurs et on s'était imaginé toute une application digitale. On s'est dit on va pouvoir aller beaucoup plus loin et générer du revenu via le digital, etc. Bon, en fait, c'était
c'est déjà tellement énorme de gérer des centres de santé, des centres dédiés à la santé, qu'on a abandonné l'appli. Donc oui, aujourd'hui, nos revenus, c'est purement de l'activité physique, brick and mortar. Oui, bon, écoute, c'est déjà magnifique. Alors, en termes d'innovation, puisque c'est un sujet que tu évoquais tout à l'heure, et c'est les récits de l'innovation sociale, hein, c'est le thème du podcast d'Ether. Alors, qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos projets? Et comment vous avez finalement engagé cette démarche d'innovation, si j'ai bien compris, du fait du statut même de l'entreprise dès l'origine, dès la création de Jean? Oui, alors Ether fait absolument un travail incroyable avec nous et réussit à utiliser du vocabulaire extrêmement pertinent de chercheurs que je n'arriverai peut-être pas à redire ici, mais en tout cas je vais le dire moi dans mes propres mots. Je pense qu'il y a 3 principaux points sur lesquels on va innover chez Jean. Le premier point, ça va être l'expérience de santé qu'on va proposer. Quand on pense au digital, on entend souvent parler d'expérience utilisateur, d'UX design. Mais finalement, qu'est-ce qu'il en est de l'expérience patient? C'est pas sûr que les hôpitaux français y aient vraiment réfléchi. C'est pas sûr que beaucoup de centres de santé n'y aient pas tellement réfléchi. Donc voilà, nous, on s'est dit, mais en fait, ça commence dès le moment où on prend rendez-vous et dès le moment où on entre dans le centre qu'on a envie de prendre soin de nous. Et du coup, toute cette expérience patient, elle doit être entièrement repensée pour recréer de la confiance et recréer du lien entre les praticiens et leurs patients. Et du coup, on a fait tout un travail à la fois sur le lieu, donc sur les couleurs, sur le ressenti, sur les 5 sens. Quand on entre chez Jean, il y a les 5 sens qui sont mis à profit pour qu'on se sente bien. À la fois sur l'accueil, comment se sentir accueillir dans un lieu. Ça permet tout de suite d'être plus relaxé. Ça permet tout de suite d'aller plus vite dans les discussions difficiles avec les praticiens parce qu'on se sent en confiance et dans une safe place. Donc, in fine, il y a aussi un impact qui est de performance, je dirais, dans les consultations, parce que quand on est dans une safe place, on va plus rapidement parler des violences conjugales qu'on peut subir, oser poser ces questions sexuelles qu'on n'oserait pas penser ailleurs, etc. Donc, ça crée ce climat de confiance et ça permet d'aller plus loin pour les praticiens. Et donc, toute cette ambiance-là, voilà, toute cette expérience de santé, c'est quelque chose sur lequel on innove, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Or, on est persuadé qu'il y a un champ des possibles énorme et qui ferait vraiment la différence. Oui. Ça, j'en conviens bien volontiers. Je pense que effectivement, vous n'avez pas fini de faire votre travail d'innovation sur la question, et donc j'imagine que vous testez beaucoup de choses. On teste énormément de choses, et c'est ça qui est génial d'avoir 1, 2, puis 3 centres. C'est que selon les centres, on s'adapte, on réorganise, etc. Alors juste pour t'interrompre un instant là-dessus, avant de passer aux 2 autres sujets, je n'ai pas oublié, mais la typologie de votre clientèle, j'imagine, n'est pas la même selon les centres, mais est-ce que tu peux nous en parler? C'est des femmes de quel âge? Voilà, comment ça fonctionne? Alors la patientèle est assez large et effectivement, ça va vraiment dépendre des zones. Dans le 11e, ça va vraiment être une patientèle de 15 à... je crois que la plus vieille patiente qui est venue chez Jean, elle avait peut-être 99 ou 100 ans. Donc, comme je disais, quand je dis de la puberté à la ménopause en réalité c'est jusqu'à la fin de la vie. Oui, donc il y a aussi beaucoup de femmes de 65-70 ans qui nous ont dit mon gynéco est parti à la retraite depuis plus de 15 ans et puis en passant devant je suis venue et qui en fait ont renoué avec leur suivi alors qu'elles étaient plus de 70 ans. Donc on a vraiment une patientèle qui est extrêmement large. Après je dirais qu'un tiers de notre patientèle sont liés généralement à des sujets de grossesse, donc on va plutôt être sur des âges entre 25 et 40 ans. C'est à peu près un tiers de la patientèle. Parce que sage-femme, parce que... Pourquoi? Je pense parce que sage-femme, je pense que parce que c'est un moment où on consulte énormément. Oui, quand on est enceinte, c'est une consultation par mois et puis c'est vraiment le moment où on a envie de construire un village autour de nous avec énormément... Voilà, le pluridisciplinaire est vraiment puissant pendant cette période-là de la vie. C'est vrai. Donc je pense que c'est cette raison-là pour laquelle ça représente un tiers de la patientèle. Et puis parce qu'on est dans des quartiers qui sont quand même très familiaux et plutôt jeunes. 11e, Montreuil, 15e. C'est pas très surprenant qu'on ait ce type de patientèle-là. Et à Montreuil, on va avoir une population qui va être très LGBTQIA+, très inclusive, aussi parce qu'on a beaucoup de praticiens qui sont venus pratiquer dans notre centre là-bas et qui sont formés à ces sujets, qui avaient déjà une patientèle LGBTQIA+. Donc voilà, dans ce centre-là, c'est un centre aussi où c'est pas mal varié en termes de pratique de soins. J'imagine que ça doit vraiment être... Et alors, ça doit être vraiment très intéressant et très instructif pour aller au bout de ma pensée, parce que je suis en train de m'interrompre et d'être déjà sur la question suivante. Moi, j'adore ce que vous faites chez Jean, donc ça me passionne. Je n'aurais moi-même pas eu l'idée, en fait, de consulter ce genre de centre dédié à la santé, mais je trouve qu'effectivement, on est tellement sous-informé que finalement, là, vous remplissez une mission quelque part de service public
dans l'intérêt de toutes les femmes, en fait, hein, et surtout les plus jeunes. C'était ça ma question, en fait. Et vous avez une patientèle qui ne commence pas forcément au moment de la grossesse, mais qui peut même peut-être commencer au moment de l'adolescence. Est-ce que vous avez des cas... Est-ce que vous jouez un peu le rôle parfois de planning familial, si je puis dire ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des cas de difficultés liées à la grossesse très jeune, l'avortement ? Est-ce que vous rencontrez ce genre de difficultés ? Oui, alors on a pas mal de créneaux IVG qui sont ouverts dans nos centres, donc ça c'est top. Et effectivement, on a une population qui va être de plus en plus jeune. Alors dans le 11e, en plus, on est en face d'un lycée, donc je pense que ça apporte pas mal de monde. Je sais pas si on joue le rôle de planning familial parce que les PMI font encore un boulot qui est génial, et je pense que c'est pas tout à fait la même... Je suis d'accord. Mais bon, je savais pas trop quelle analogie... Mais effectivement, alors déjà, l'État a pas mal poussé des consultations aujourd'hui pour les adolescentes et adolescents. Alors j'ai plus l'âge exactement, mais il y a pas mal de nouvelles consultations qui sont remboursées à ces jeunes, donc ça engage aussi à aller consulter. Et c'est vrai que je pense que cet ADN plus jeune donne envie, fait moins peur pour la jeune population. Oui, parce que vous avez quand même une identité start-up. Oui, c'est vrai. Donc pour la jeunesse, ça doit être quelque part un peu rassurant aussi. Et alors cette semaine, j'ai appris qu'il y avait une vidéo TikTok qui était sortie sur Jean. Donc c'est une jeune, je ne sais pas exactement quel âge elle doit avoir, mais elle est sur TikTok et donc elle a parlé de Jean et il s'est aperçu qu'il y a plein de gens qui ont réagi en disant mais oui on y va, c'est génial, etc. Elle nous a profondément recommandé et du coup on a déjà commencé à voir, je crois que sa vidéo a été vue par plus de 20 000 personnes, donc on commence aussi à voir... tout un tas de patientèles plus jeunes qui arrivent. Mais tu vois, ça ne me surprend pas, c'est pour ça que je t'en parlais, parce que, en fait, vous cochez un peu les cases, c'est-à-dire que vous êtes, sur le féminin, mais ça, c'est totalement innovant, évidemment, mais ça répond vraiment à un besoin actuel. Et surtout, vous avez quand même une entité entrepreneuriale très start-up. Ce qui, pour la jeunesse, a un côté un peu rassurant quelque part. Parce que même si on a énormément confiance en la médecine, ça peut faire un petit peu peur quand même, hein, quand on est très jeune, je pense. Oui, c'est vrai que je suis d'accord avec toi que quand on a 14 ans, aller voir un ou une gynéco de 60 ans dans un gros cabinet du 6e arrondissement, ça peut faire un peu peur. Je caricature évidemment. Mais donc c'est vrai que cet espace qui est chaleureux, qui donne sur eux avec des praticiens et des praticiennes qui sont jeunes en plus, parce que la moyenne d'âge de nos praticiens, ça doit être aux alentours de 30-32 ans. Effectivement, je pense que ça rassure. Et puis je pense qu'il y a aussi beaucoup de mamans qui viennent chez Jean, qui du coup nous ont envoyé leurs filles. Ah oui. En nous disant génial, je pense que ça va lui plaire, elle s'est bien prise en charge, ça va la rassurer. Et du coup, c'est assez sympa de voir qu'il y a vraiment un cycle aussi qui se développe chez Jean de mère en fille. Oui, et puis comme tu disais, déjà l'environnement safe, le côté cocooning, je pense que ça aide beaucoup pour cette catégorie de population. C'est pour ça que je te posais la question. On va revenir sur les autres innovations, mais donc un tiers des femmes plutôt à l'âge de la grossesse. Donc une partie de votre patientèle jeune, et ensuite il y a de tout. Et ensuite il y a vraiment de tout. Sachant que c'est très difficile d'avoir la data, puisque, comme je disais tout à l'heure... Oui, il y a quand même une confidentialité. Il y a une confidentialité. Les professionnels de santé sont indépendants et en libéral, donc c'est leur patientèle. La patientèle n'est pas celle de Jean. Bien sûr. Et donc, on n'a pas la donnée. Oui, vos clients ça, à vous, c'est du déclaratif et c'est du constat, du ressenti. Mais... Les clients de Jean, ce sont les praticiens. Ce sont les praticiens, bien sûr. Exactement. À qui vous apportez, vous, en revanche, je dirais, une vitrine... et une image. Donc, votre travail au niveau, je dirais, siège, c'est quoi ? C'est la communication ? Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Ça, c'est une question qui... Après, on repartira sur les innovations, parce que je me suis un peu... Non, alors, il y a tout un travail de... Bon, alors déjà, on se développe, donc d'ouvrir des nouveaux centres. À chaque fois, ça mobilise énormément l'équipe. Il y a toute la partie Jean Plus aussi, qui est... Oui. Sur lequel, pour le coup, on communique pas mal et qui demande pas mal de gestion de projet. Et puis, animer aujourd'hui, on a plus de 60 professionnels de santé, donc animer un collectif de praticiens, c'est un travail de tous les jours, que ce soit répondre aux petits soucis du quotidien, que d'animer ce collectif, de travailler des parcours de soins, de faire des ponts entre eux, de faire des partenariats. Donc, il y a un énorme travail d'animation permanente de ce collectif-là. Donc, on a pas mal de rituels, d'outils qu'on met en place pour qu'ils travaillent mieux ensemble, etc. Donc c'est pas de tout repos. Et puis, on est une petite équipe au siège et on a vocation à rester une petite équipe. Et du coup, on a un gros travail d'automatisation des process qu'on fait en interne, voilà, au niveau automation. Voilà. Et donc, on a quelqu'un quasiment à 100% du temps chez Jean dont le travail, c'est vraiment d'automatiser tous ces process-là pour que... Voilà, qu'on passe vraiment du temps sur les tâches à valeur ajoutée et que tout ce qui est process, et il y en a beaucoup. Vous êtes combien aujourd'hui ? Soit automatisé. Alors, on a 2 personnes par centre qui vont très
opérationnelles sont les anges gardiens des centres, je dirais. C'est elles qui s'occupent de tout, de l'accueil, etc. Et ensuite, au siège, on va être 5, je crois. D'accord, oui, en effet, ça reste une petite équipe. Donc, les centres vous obligent à recruter uniquement sur vos anges gardiens, on va dire. Exactement. On recrute les anges gardiens aujourd'hui, mais on n'a pas vocation à recruter plus. D'accord, top. Alors, revenons sur les innovations sociales. Oui, les innovations sociales. Donc, la première, le parcours, l'expérience de patient. santé, exactement. Recréer du lien avec les praticiens. La deuxième innovation qu'on va travailler, ça va être le pluridisciplinaire. Ça va vraiment être de faire travailler tous ces gens-là autour d'une même philosophie de soins et d'un même projet médical partagé, qui est donc la santé des femmes, et avec ce regard du pluridisciplinaire. Ou quand on regarde à l'hôpital, très souvent, il y a un peu de pluridisciplinaire, mais c'est très souvent siloté. On a les gynécos, on a les sages-femmes, on va avoir les kinés, la psy, etc. Et il y a quelques staffs en commun, mais en tout cas, il n'y a pas forcément il n'y a pas toujours un parcours qui est ultra travaillé avec toutes ces équipes-là. Oui, je dirais que c'est pas un gros mot de dire que la médecine dite allopathique, c'est plutôt le symptôme que la personne qui porte le symptôme. Ça. Donc la personne qui porte le symptôme, qu'elle soit un homme ou une femme d'ailleurs, il n'y a pas de différence. Et effectivement, on va essayer de guérir immédiatement un symptôme. Voilà, je pense que je ne me trompe pas en disant ça. Complètement. Et alors, il y a plein de sujets sur lesquels ça évolue à l'hôpital, notamment sur la cancéro, sur l'hémato, sur certaines pathologies comme l'endométriose. On travaille de plus en plus ce rapport effectivement à l'holistique. Mais en médecine de ville, il n'y a vraiment pas grand-chose qui se fait. On voit pas mal de maisons de santé pluridisciplinaires qui se développent en France. Pour le coup, c'est ultra poussé par l'État. Les ARS les subventionnent, parfois jusqu'à hauteur de plus de 200 000 euros à l'ouverture d'une MSP. Mais pour ouvrir une MSP, les règles, c'est pas de faire du pluridisciplinaire, c'est de mettre des gens de différents métiers au même endroit. Et c'est pas parce qu'on met une sage-femme, un médecin généraliste et une psy qui vont travailler ensemble. Si en fait le médecin généraliste, ça se passe pas forcément entre eux, ou qu'ils font des choses qui sont extrêmement différentes, que la psy elle est spécialisée sur je sais pas quoi, sur certains traumas qui n'ont rien à voir avec la femme, et que la sage-femme elle voit que les femmes enceintes, bah voilà, en fait il n'y a pas de travail collectif. Chacun travaille dans son coin. Tout ça pour dire que travailler ensemble autour d'un projet de soins commun, c'est quelque chose d'essentiel, et c'est quelque chose sur lequel on va vraiment innover. Et c'est là qu'il y a vraiment un travail de tous les jours. Alors j'ai une question quand même à te poser importante par rapport à ça. C'est donc vos médecins sont conventionnés. Oui. Voilà. Donc est-ce que financièrement, il n'y a pas un handicap quand même, parce que pour pouvoir rentabiliser quand même à Paris en tant que médecin, il faut quand même commencer à faire beaucoup de consultations. Donc est-ce qu'on arrive à trouver le temps de travailler de façon plus holistique sur le patient, parce que c'est souvent ça aussi il faut quand même dire les choses, hein. Je pense que là aussi c'est pas une honte que de dire que c'est pas facile aujourd'hui pour les médecins, même si ça peut nous paraître surprenant de dire ça, mais tu prends un médecin, un généraliste évidemment, mais même certains spécialistes au prix de la convention, ils ont du mal à boucler leur mois si ils ne voient pas suffisamment de patients. Donc il faut avoir du temps pour par ailleurs développer d'autres activités. Complètement. Et ça d'ailleurs, c'est le gros avantage de la maison de santé pluridisciplinaire, c'est qu'ils rémunèrent ce temps extra consultation passé par les médecins, et que nous on ne peut pas faire chez Jean. Ce qu'on fait là-dessus, c'est deux choses. Déjà, c'est avoir les bons outils. Et du coup, nous, on a mis en place Slack chez nous. Alors, toutes les startups connaissent par cœur, mais alors Slack en santé, ça n'existe absolument pas. Et alors, les professionnels de santé ne sont pas toujours les rois du digital. Donc, il a fallu les embarquer sur Slack, expliquer l'outil. Ça a été un peu compliqué au début, mais maintenant, ils adorent. Et donc, déjà, d'avoir un outil comme Slack où ils peuvent échanger au quotidien. Alors, il n'y a pas de données patientes partagées sur Slack parce que pour le coup, tout est anonyme. Mais en revanche, ça leur permet d'échanger au quotidien sur tout un tas de choses, de se donner des conseils, etc., de se recommander tel et tel praticien. Donc, rien que ce type d'outil-là, ça paraît ultra bateau pour toute personne qui travaille en entreprise, mais dans un centre de santé, ça fait toute la diff. Donc, il y a tout un tas d'outils. Il y a un dossier médical partagé entre les praticiens aussi qui ont les accès. Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment cette cohésion-là qui se crée. Et puis ensuite, il y a les rituels qu'on met en place. Et les rituels, effectivement, ça ne va pas être des staffs tous les midis ou toutes les semaines. Mais en revanche, on a mis en place vraiment les justes rituels qui sont toujours à disposition du praticien. Il n'est pas obligé de venir. La réalité, c'est qu'à chaque fois, on a, je pense, 70% des praticiens qui sont là parce qu'ils ont envie de ça. On a un rituel par mois qui s'appelle le mercredi, parce que c'est un mercredi soir. Et pour le coup, à chaque fois, on va parler d'un sujet santé des femmes, et ensuite, ça part en apéro. Et en fait, c'est des moments auxquels ils aspirent profondément, parce que voilà, ça leur sort de leur journée de consultation. Ils voient les autres collègues, il y a une super ambiance, on prend des pizzas, des bières, etc. C'est intéressant. Et puis,
voilà, globalement, c'est des gens sympas, on a envie de passer un bon moment ensemble. Et donc, c'est ça, en fait, c'est là où l'innovation, elle paraît parfois assez bateau, mais moi, je me dis, mais innover, c'est quoi ? C'est mettre Slack et c'est faire des apéros, mais en fait, c'est vraiment créer ce collectif-là, ça passe par plein de petites choses. Ça s'anime aussi un collectif, ça demande du rythme, ça demande de l'écoute, mais je pense vraiment que les praticiens aujourd'hui qui viennent chez Jean, en tout cas, c'est la raison pour laquelle ils viennent chez nous. Et du coup, oui, ils ont des journées qui sont très pleines, c'est des métiers qui sont pas faciles, mais ils aspirent vraiment à ça. Magnifique. Et alors, maintenant, parlons de cette troisième innovation. Et la troisième innovation, c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur. On a mis beaucoup de temps à réaliser que c'était un sujet prioritaire, alors que maintenant, ça paraît une évidence. C'est créer un modèle de cabinet de ville qui prenne soin des soignants. Depuis le début, on parle des femmes, mais en réalité, les soignants eux-mêmes, c'est une population qui a été, comme vous le disiez tout à l'heure, qui vit des choses pas faciles au quotidien, que ce soit en termes de charge de travail, que ce soit en termes de rémunération aussi, mais aussi en termes de ce qu'ils ressentent au quotidien. C'est-à-dire qu'un praticien, un médecin généraliste, c'est quelqu'un qui va recevoir 25 consultations difficiles, problématiques toute la journée. Et à la fin, il doit rentrer chez lui et recommencer le lendemain. Et en fait, c'est hyper dur en tant que praticien de recevoir tout ça. Oui. Surtout que c'est un métier jusqu'alors quand même assez solitaire. Exactement, très solitaire. Et puis d'ailleurs, on l'a vu, moi qui ai participé à un énorme procès là, à Besançon sur une affaire d'anesthésiste, je me suis rendu compte que le médecin, quel que soit ce médecin, est extrêmement seul en fait. Et quand il arrive quelque chose aussi tragique que ce qui s'est passé lors de ce procès, en fait, tout de suite, sa première réaction, c'est de dire que c'est de sa faute. Et ils parlent très peu entre eux, en fait. Ils sont vraiment très, très solitaires, très silotés dans leur pratique. Et on le voit bien quand il y a même si c'est une opération qui nécessite donc un chirurgien, un anesthésiste, etc., eh bien, en fait, chacun est dans sa ligne de course et personne ne parle vraiment à l'autre jusqu'au point d'arriver. Et c'est très impressionnant. Enfin, je ne connaissais pas la médecine sous cet angle et voilà, je l'ai rencontrée au cours de cette fin d'année 2025 de façon un peu difficile et tragique, mais ça m'a impressionnée. J'ai eu beaucoup d'empathie en fait pour cette profession, qui est pourtant pas facile. Et puis bon, voilà, ils sont... je suis pas sûre qu'il y ait toujours beaucoup d'empathie pour les patients, mais en tout cas, moi, ça m'a donné de l'empathie pour eux. C'est Anna Roy qui est une sage-femme qui est très médiatisée, qui disait notamment en tant que sage-femme, on est maltraitée, maltraitante. Et ça avait beaucoup fait parler il y a 3-4 ans parce que aucune sage-femme n'a envie d'être maltraitante. Mais en réalité, c'est ce que je disais tout à l'heure, les conditions de travail ne permettent plus de faire un métier dans lequel on arrive à travailler proprement. Et Valentine, qui est une sage-femme absolument passionnée, elle adore son métier, elle voulait être sage-femme depuis qu'elle a 3 ans. Je l'ai vue rentrer parfois des soirs à l'hôpital triste et dégoûtée, parce qu'en fait, elle n'avait pas eu le temps de prendre bien en charge ses patientes. Et du coup, c'est ça la réalité, c'est qu'on aura beau faire tout ce qu'on veut, avoir un super beau lieu, afficher de très belles valeurs sur la porte d'entrée, donner plein d'informations aux femmes. Si derrière on n'a pas des praticiens et des praticiennes qui sont en capacité, et qui sont eux-mêmes heureux en fait, qui sont heureux exactement, bien dans leur pompe, en capacité de recevoir, en fait tout s'écroule. Et aujourd'hui, voilà, il y a un taux de dépression énorme chez les praticiens. Il y en a beaucoup qui veulent quitter la pratique. Et donc voilà, l'idée, c'est de se dire, on crée un modèle de cabinet de ville où on travaille vraiment le management du care. On parle de plus en plus de care, mais créer ce management des métiers du care, c'est quelque chose d'essentiel. Et ça va passer par plein de choses. Ça va passer par nous-mêmes, être à l'écoute et les accompagner dans leur quotidien administratif, financier, etc. C'est ça aussi, bien sûr. C'est ça aussi, les décharger au maximum et puis les écouter quand c'est pas facile. Et donc là, c'est un des projets qu'on aimerait bien mettre en place cette année, c'est la supervision pour nos praticiens et praticiennes. Pardon, je t'ai coupé. Non, parce que j'étais déjà en train de penser. Oui, mais en réalité, là où vous pouvez effectivement étendre un peu votre modèle économique, c'est apporter à vos patients, enfin à vos clients, vos locataires, si je puis dire, plus de services. Ouais, alors c'est toujours un peu ce truc-là, c'est qu'aussi il faut qu'ils s'y retrouvent à la fin du mois. Donc il faudra toujours trouver le juste milieu entre effectivement proposer un peu plus de services où nous il faut qu'on s'y retrouve, mais eux aussi il faut qu'ils s'y retrouvent à la fin du mois. Donc effectivement, pourquoi pas proposer plus de services. Si vous en avez beaucoup plus, vous pouvez mutualiser certaines choses en fait. Exactement. Ouais, c'est ça en fait. Oui, donc c'est intéressant effectivement d'avoir une communauté de plus en plus grande de votre côté. D'accord. Alors puisque je parle de ça, parce que on arrive bientôt au bout de cet épisode.
comment tu vois la suite de Jean ? Quels sont vos projets, déjà à court terme, donc déjà simplement 2026, et puis peut-être, si tu peux me donner un peu une vision. Alors aujourd'hui, on ne peut pas donner des visions à 10 ans, on ne va pas se leurrer, ce serait vraiment se mentir, mais au moins à 5 ans ou 3 ans. Alors, la mission de Jean, ça a toujours été de relever les standards de la santé féminine et de penser la santé au féminin. Ce serait faux de répondre que notre objectif, c'est d'ouvrir le plus de centres possible. Donc, notre vision, c'est de relever les standards de la santé féminine. Et les centres, c'est vraiment la première étape de cette vision-là, parce que ça nous donne l'expérience terrain et puis que c'est je dirais le symbole même de ce qu'on essaye de mettre en place. Et puis après, on se met jamais à l'abri de créer une innovation, effectivement plus de services qu'on pourrait distribuer à d'autres praticiens en dehors du centre. En tout cas, pour l'instant, notre objectif, c'est de continuer à ouvrir quelques centres à Paris et puis ensuite en province, parce qu'on veut pas du tout rester qu'un projet parisien. Vous avez déjà une idée des lieux ? Alors, il se trouve que moi, je vis la moitié de la semaine à Marseille, donc pourquoi pas aller au soleil. Comment ça nous fait correspondrait bien. Personnel là-bas. C'est l'amour. L'amour. Voilà, je comprends. Mais du coup, pourquoi pas déployer Jean vers le sud après Paris. Mais bon, après, tout reste ouvert. L'important, ce sera plutôt de ne pas trouver juste un local, mais de trouver les praticiens qui ont envie de créer le projet avec nous. Donc voilà, je dirais à 3-5 ans, ça va être de continuer cette petite croissance de centre, tout en continuant cette innovation et à développer ces fameux standards de la santé féminine à travers ces éventuels nouveaux services, nous renforcer sur tout ce qui est pédagogie patiente. Et puis, on a envie de continuer à essayer de répondre à des appels à projets de l'État, aussi étatique, de l'ARS ou autres, pour justement défendre tout ce projet d'innovation-là qu'on fait. Vous avez une grande stratégie de lobbying ? Aujourd'hui, pas tellement, même pas du tout, je dirais. Pour l'instant, on est plutôt vivons heureux, vivons cachés. Je pense qu'on essaye vraiment de se renforcer d'abord sur nos chiffres et notre innovation. Aujourd'hui, l'innovation, celle dont je parle dans le podcast, j'ai dit très peu de chiffres. Moi-même, ça me frappe à chaque fois et je suis frustrée. Je me dis, mais j'aimerais arriver avec des chiffres, de la data, etc. Et aujourd'hui, on l'a pas encore. Et donc là, notre stratégie, ça va déjà être de collecter ces chiffres, cette data, pour vraiment avoir une recherche qui est appuyée par de la science. Et ensuite, de mettre en place cette stratégie de lobbying, j'espère d'ici 2 ans. Oui, en parlant de chiffres, tu vois, tout à l'heure, on parlait un peu de typologie de patientèle. C'est vrai que sans rentrer dans le détail des patients, on pourrait avoir des tranches d'âge. On pourrait dire, voilà, on sait qu'on a X personnes de tel âge, et juste pour mesurer un peu l'impact, puisque c'est ça, mais on y viendra de toute façon. On y viendra sans doute ensemble, même Ether et Jean, j'entends. Mais c'est forcé, je veux dire, vous allez forcément vous intéresser aux mesures d'impact à un moment donné. Exactement, donc, on est en plein dedans avec Ether en ce moment. Voilà, chaque chose en son temps, si je puis dire. À un moment donné, il faut déjà travailler sur les sujets d'innovation, et ensuite, bien entendu, mesurer l'impact. On peut pas mesurer. L'impact se mesure pas en temps réel. Et puis, il faut choisir un moment pour le mesurer. En fait, il y a aussi un bon moment pour mesurer tout ça. Mais c'est vrai que ça viendra. Vous êtes encore tout petit et pourtant très grand. Mais vous avez quand même une idée un peu du nombre de patients que vous drainez ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est à peu près entre 3000 et 3500 patientes par mois. Donc, on a à peu près 30 000 patientes par centre. 30 000 patientes par centre par an. Donc, on est sur quasiment, on va être entre 80 et 80 par an et par centre. D'accord. Entre 80 et 90 000 patientes en 2026, a priori. C'est magnifique. Et je dirais que elles sont fidèles. Vous avez une idée de... Eh bien, je n'ai pas la data, mais en tout cas, les retours que j'ai, voilà, non, j'ai du quali, j'ai pas du quanti, et le quali que j'ai, c'est que oui, elles reviennent, et on a des très belles histoires à raconter déjà. Oui. Et Valentine exerce toujours en qualité de sage-femme ? Oui, hyper important pour elle. Depuis tout à l'heure. Oui, complètement. Ça a toujours été extrêmement important pour elle, pour nous, pour le projet, qu'elle continue à être sage-femme. Donc, elle continue à faire des gardes dans une maternité parisienne qu'elle adore. Donc, elle fait à peu près 2 gardes par mois. À côté de sa vie d'entrepreneuse. Et elle n'exerce pas au sein du centre ? Non, pour le coup... non, par contre, ça, non. D'accord. Enfin, je dis ça, elle a un statut de sage-femme libérale aussi. Ça lui arrive de faire quelques consultations, mais c'est très rare. Pour le coup, ça ferait vraiment beaucoup. Oui, d'accord. Donc, écoute, la prochaine étape, ce serait de nous faire visiter quand même ce centre, puisque je ne l'ai pas fait encore. Donc, j'adorerais le faire. En tout cas, merci beaucoup, Isabelle, pour ce moment partagé. C'était absolument passionnant. Merci à tous pour votre écoute sur ces récits de l'innovation sociale. Et n'hésitez pas à vous abonner pour entendre les prochaines aventures d'entrepreneurs explorateurs.